Soria Bonali chute à Sofia et termine à la deuxième place des championnats d'Europe de patinage artistique. Le froid qui continue de sévir un peu partout en France et en Europe. La libération d'un des otages français au Yémen, les grandes manœuvres au sein de l'UDF pour la présidence du mouvement, l'huile miracle qui fait maigrir et le salon de la lingerie à Paris. Voilà les titres. La météo nous annonce encore du froid demain sur la moitié nord et des pluies sur l'extrême sud-est. La neige et le verglas toute la journée ont perturbé les conditions de circulation. Certains vols à Roissy ont dû être annulés. Reportage de Valérie Astruc et Jean-Michel Meyer. La glisse sans luge, la neige sans montagne, il y avait cet après-midi au bois de Boulogne comme un air de vacances. Le bonhomme, c'est un pas de mon âge, puis je préfère quand même les glissades. La glissade, oui, mais contrôlée. Un mot d'ordre, prudence. Aujourd'hui, les urgences n'ont pas chômé. Coccyx et poignets cassés se sont multipliés. Tout ça à cause du verglas. À Paris, finalement, les voitures s'en sortent pas mal. Grâce au plan neige déclenché hier, les routes sont dégagées. Situation plus compliquée en revanche à Roissy. 1 heure de retard par vol aujourd'hui en moyenne. Le responsable, encore une fois, le verglas. Sur les pistes, un froid sibérien, moins 5 degrés toute la journée. Avant chaque décollage, les avions passent donc au dégivrage. Sur les grues, 2 hommes actionnent la pompe. Un travail presque à la chaîne. Là en ce moment, on doit faire, je sais pas, peut-être une dizaine à l'heure, une quinzaine. En gros, oui. Le givre accumulé sur la carlingue se chiffre en tonnes. L'opération est donc obligatoire et c'est la cause de tous ces retards. À l'heure qu'il est, le dégivrage continue à Roissy. Une nouvelle vague de froid s'annonce cette nuit. Et toujours à propos des intempéries, sachez que la vague de froid traverse toute l'Europe, en Angleterre notamment, où les animaux du zoo de Londres que vous voyez ici ne savent plus très bien comment se protéger. On ne compte plus les glissades ou les coupures d'électricité pour cause de givre sur les lignes électriques de l'autre côté de la Manche. En Allemagne également, dans la région de Dortmund, des dizaines d'automobilistes sont restés bloqués dans leurs voitures. Enfin, sachez qu'au sud, c'est pas beaucoup mieux. La pluie ne cesse de tomber, mais ça sur la côte d'Azur. Et puis des inondations ont fait au moins 19 morts et des centaines de sans-abri au Maroc. Au Yémen, l'un des 17 touristes français retenus en otage par la tribu El Asnam a été relâché aujourd'hui. Une libération qui intervient à la suite d'une visite d'un diplomate français auprès des otages. Éric Monnier. L'identité de l'otage libéré n'a pas été rendue publique, comme celle des 16 autres touristes français encore prisonniers dans la montagne yéménite. La volonté du gouvernement de Sanaa est apparemment d'éviter de donner une trop grande publicité à cette affaire. Le communiqué des autorités est donc lapidaire. L'armée est sur les traces des ravisseurs. À Paris, le ministère des Affaires étrangères se veut pourtant optimiste, même si l'on ne cache pas une certaine déception de n'avoir pu faire libérer qu'un seul otage aujourd'hui. Le jeûne du Ramadan semble gêner les négociations en cours. Les 17 touristes français ont été enlevés jeudi lors d'une excursion dans la région de Marib, à 173 km de Sanaa, la capitale. Leurs 2 bus ont été arrêtés par 4 hommes en armes qui les ont aussitôt conduits dans leur fief de Chabois. Une région difficile d'accès où la tribu échappe au contrôle du pouvoir central. Les ravisseurs réclament la libération de l'un des leurs en attente de jugement dans une prison de Sanaa pour enlèvement justement. De tels rapts sont courants au Yémen. Plusieurs dizaines d'étrangers ont été pris en otage ces dernières années. Et comme ce diplomate américain libéré en décembre 1993, tous ont été bien traités et libérés sains et saufs. Le groupe de touristes français se trouve au Yémen depuis 15 jours, dans le cadre d'un voyage organisé par une association parisienne, Art et Vie. Comme souvent au Yémen, la moyenne d'âge du groupe est relativement élevée. Le plus jeune a 48 ans, le plus âgé 85. L'actualité politique en France avec le congrès de Radical à Paris, l'ancienne formation de Jean-François Horry que l'on voit ici. Eh bien, sa formation est bien malade depuis l'échec de sa candidature à la présidentielle. Elle devrait donc faire appel en principe au French Doctor Bernard Kouchner pour renforcer ses rangs, dont Jean-Michel Bailey devrait assurer la présidence à partir de ce soir. En attendant le dépôt des candidatures à la présidence de l'UDF, cette fois, les prises de position se multiplient devant le conseil politique de son parti, Force démocrate. François Bayrou a dressé le portrait robot de celui qui, à ses yeux, pourrait le mieux incarner l'union. Et curieusement, il ne s'agit pas du tout d'Alain Madelin, seul candidat pour l'instant déclaré. Sur ces grandes manœuvres au sein de l'UDF, les explications de Jean-Baptiste Prédali et Jean-Louis Quérec. Depuis quelques jours, François Bayrou et les centristes de Force démocrate s'interrogeaient.
Pris de court par la candidature surprise d'Alain Madelin à la présidence de l'UDF, menacés dans leur stratégie d'alliance avec le Parti républicain pour le contrôle de la même UDF, il fallait bien réagir. Alors François Bayrou a choisi un genre pour prendre position, la déclaration de principe. Il faudra que le nouveau président de l'UDF soit le plus proche possible du point d'équilibre de la fédération. Et je le dis simplement, le point d'équilibre de l'UDF n'est pas ultralibéral. Derrière les principes, il y a des noms. L'ultralibéralisme, c'est Alain Madelin, qui veut succéder à Valéry Giscard d'Estaing et qui compte des alliés au Parti républicain et chez les giscardiens de l'UDF. Face à lui, les deux François, Bayrou et Léotard, il pourrait envisager une candidature commune, mais pour l'instant, François Léotard est resté prudent. Je pense qu'il y aura d'autres candidats, alors laissez-moi le temps de regarder qui va se présenter et nous avons pris une décision, comme vous le savez, avec les autres composantes politiques, de soutenir un candidat commun. Donc il faut déjà qu'il y ait cette concertation entre les autres formations politiques. François Bayrou, lui, verrait bien François Léotard en candidat. En jeu, l'après-Giscard à l'UDF, plus les ambitions de chacun. Commentaire de François Bayrou ce matin, nous allons vivre des semaines extraordinaires. Et Valéry Giscard d'Estaing sera justement demain à midi l'invité de Michel Cotta dans son émission Polémique, qui recevra également Yannick Noah et David Douillet, le champion du monde de judo. On parlera bien sûr du dopage dans le sport. Sachez enfin en politique qu'André Léniel, l'ancien trésorier du Parti socialiste, a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et corruption passive. Une mise en examen qui concerne les conditions d'attribution du marché de l'eau dans sa ville d'Issoudun. Adversaires et partisans de l'IVG se sont opposés pendant près de 4 heures ce matin sur le parking de l'hôpital André Mignot à Versailles. Il y a un face-à-face tendu au cours duquel l'Internationale répondait aux cantiques des adversaires de l'avortement. Au même moment, à la cour d'appel de Versailles, l'avocat général réclamait 6 mois de prison ferme contre le docteur Xavier Dor, présent ce matin parmi les manifestants et qui avait mené une opération commando anti-IVG en mars 1995 à Clamart. La famille de Djamel Chetou a accueilli avec calme et satisfaction le verdict des jurés de la cour d'assises de Versailles. Après 3 heures de délibéré, ils ont condamné 2 des 3 vigiles impliqués dans la mort du jeune homme de 18 ans à Sartrouville. Ils les ont condamnés à 12 ans de prison. Le 3e a été acquitté. La France reste la merveille du monde, le pays qu'il faut visiter. Plus de 60 millions de touristes sont venus en France l'an dernier, au hit-parade des lieux les plus prisés, Notre-Dame bien sûr, Disneyland Paris et la forêt de Fontainebleau. Yannick Le Tranchant et Pascal Golomer. Quelqu'un qui vient en France qui ne voit pas la tour Eiffel, c'est comme si quelqu'un qui vient en Chine qui ne voit pas la Grande Muraille. C'est la même chose, quoi. Paris Tour Eiffel, Paris Sacré-Cœur, Paris La Seine, bien sûr. Mais c'est Paris Notre-Dame qui décroche la timbale. 12 millions de visiteurs en 1995, 1 million de plus qu'Euro Disney ou la forêt de Fontainebleau, et loin devant Beaubourg, le Mont-Saint-Michel, le château de Versailles et... Arc de Triomphe. Oui, c'est ça, l'Arc de Triomphe. La France est restée en 1995 le pays le plus visité et Paris, capitale mondiale du tourisme. Le secret, un patrimoine riche que l'on sait vendre de mieux en mieux. C'est vrai que maintenant on recherche beaucoup plus la culture, le loisir, à la carte, la découverte. Et les jeunes sont très importants dans cette évolution. Oui, tout plaît à Paris. Les gens aiment beaucoup Paris. Spécialement les Américains. Quand ils viennent à Paris, ils pensent que c'est le bout du monde. C'est vrai. Les Américains et les autres sont peut-être venus un peu moins nombreux à la fin de l'année 95, effet conjugué des essais nucléaires, des attentats et des grèves, Paris bloqué, une image qu'il s'agit désormais de faire oublier. Le mystère de Moirans continue d'intriguer dans le Jura. Il s'épaissit même avec un nouvel incendie inexpliqué et une curieuse découverte lors de l'autopsie des 2 morts samedi dernier. Leurs corps ont brûlé, certes, mais pas leurs vêtements. Les experts de l'EDF se perdent en conjectures et les mages et spécialistes en tout genre des phénomènes surnaturels accourent vers le village. Didier Guyot. C'est dans une ferme isolée que cette nuit un incendie s'est déclaré. Un hangar et du foin ont été la proie des flammes. Un incendie de plus pour un village déjà secoué par 14 incendies. Même si ce sinistre n'a semble-t-il rien à voir avec les précédents, la population a bien du mal à garder son sang-froid.
On a relativement la pêche ici, mais c'est vrai que c'est pas une lassitude physique, ça peut que devenir une lassitude morale. Depuis 10 jours, tous les experts se penchent sur ces maisons dont les armoires métalliques, les meubles flambent spontanément. Sans raison, la température augmente. Ce sont des millions de watts qui soudain se propagent. Une instrumentation sophistiquée, des enregistreurs ont été branchés ça et là, en vain. Tout est normal. Tout a été normal au moment des incendies au niveau électricité traditionnelle. Rien de significatif. Toutes les hypothèses sont envisagées, de l'hydrogène ou du gaz qui remonterait par le sous-sol en passant par des ondes hertziennes de haute fréquence qui provoqueraient une chaleur semblable à celle d'un gigantesque four à micro-ondes. Mais pour l'heure, aucune explication n'existe. On est allé très loin, on a même cherché si des rayons pouvaient avoir une origine nucléaire, ou on a même mesuré les champs magnétiques autour de l'ensemble de la ligne 20 000 volts qui traverse la ville de Moirans. Aujourd'hui, tous les résultats sont négatifs, ou plutôt sont normaux. Alors place aux rumeurs et au paranormal. Certains disent que les vêtements des 2 personnes décédées dans les incendies n'étaient pas brûlés, mais que leur corps était calciné. Faux, rétorquent les enquêteurs. Là, on voit des compteurs EDF qui tremblent. Ici, c'est un carrelage qui bouge. D'autres n'hésitent pas à parler d'objets flottant dans des pièces. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à ce phénomène? Quand on me donne une explication à ce phénomène, scientifiquement, je dirais, oui monsieur, je me suis trompé, ce n'est pas du paranormal, c'est scientifique. Jusque-là, je penche pour éventuellement une solution paranormale. Lundi, les experts se remettront à la tâche et ils feront tout pour rassurer une population qui aimerait tant qu'on donne une explication rationnelle à tout cela. Les habitants de Saint-Brieuc sont en colère. Leur eau est impropre à la consommation pour cause d'excès de nitrate. Alors cet après-midi, ils ont manifesté. Jérôme Laurent. 5 000 selon la police, 11 000 selon les organisateurs. Difficile de chiffrer le nombre exact de bouteilles d'eau qui ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Saint-Brieuc. Une chose est sûre, devant l'impossibilité croissante d'obtenir une eau potable au robinet, les dépenses en bouteilles d'eau ne cessent d'augmenter pour les consommateurs bretons et ils en ont assez. Voilà l'eau du 17 à 1,96 à Langueux. Voilà avec quoi on se douche et avec quoi l'on boit. Nous payons des factures d'eau énormes et que nous ne pouvons en plus pas la consommer. Pour ces consommateurs mécontents, la pollution de l'eau est la conséquence d'un productivisme agricole mal maîtrisé, notamment dans le domaine de l'élevage, où les déjections animales sont à l'origine de la pollution par les nitrates. Cette rivière est tout à fait représentative, puisque c'est l'une des nombreuses rivières qui est justement polluée par les nitrates. La teneur de nitrate dépasse très largement les 50 mg et généralement elle atteint d'ailleurs la teneur de 100 assez souvent. Si on continue sur la lancée actuelle, 70% de la ressource est menacée à brève échéance, c'est-à-dire à l'an 2000. Par 2 fois, la justice leur a déjà donné raison en condamnant la Compagnie Générale et la Lyonnaise pour avoir distribué une eau trop nitratée. Les consommateurs bretons sont donc sûrs de leurs bons droits et entendent se battre jusqu'au bout pour une eau de qualité à la source. L'attaque à la roquette contre une mosquée du Cachemire pakistanais a fait 20 morts. C'est le nouveau bilan établi par les autorités qui accusent l'Inde d'être à l'origine de ces tirs, ce que dément formellement New Delhi. D'après des journalistes qui ont pu se rendre sur place cet après-midi, l'origine des tirs semble pourtant bien être la partie du Cachemire qui se trouve effectivement sous contrôle indien. En Bosnie, les autorités croates, serbes et bosniaques ont entamé aujourd'hui la libération de leurs derniers prisonniers de guerre respectifs. Près de 80 d'entre eux ont ainsi été libérés par les bosniaques à Sarajevo et 127 par les croates à Mostar. Aucune information n'est pour l'instant venue du côté serbe sur ces libérations qui se font bien sûr sous l'égide de la Croix-Rouge. Si ce n'est pas la panacée, les Américains attendaient sa mise en vente depuis plus de 20 ans. L'huile sans matière grasse vient en effet d'être autorisée à la vente aux États-Unis. Le marché est énorme, il pourrait porter sur $1 milliard. Philippe Gassot. Dans un pays fasciné par les produits fat-free, c'est-à-dire sans matière grasse, l'huile qui ne fait pas grossir est venue nourrir journaux et télévisions. Car ce rêve américain est à portée de main. Premier bastion bien gras à tomber, les chips. Ça a le goût des chips, c'est tout. C'est à s'y méprendre. Les dégustations aveugles, comme pour les grands crus, sont sans équivoque. On s'y croirait. L'Olestra, c'est son nom, appartient à un géant des produits d'hygiène et d'entretien et a été découvert par hasard dans les années 60, où l'on avait alors d'autres préoccupations que son tour de taille. L'invention est donc restée dans les cartons.
Aujourd'hui, la redoutable Food and Drug Administration a donné son accord uniquement pour certains produits apéritifs. L'huile n'est pas dangereuse et sera testée au cours des 2 ans et demi à venir. Les inconvénients, notamment sur les intestins, seront signalés sur les paquets. Mais déjà, il y a contestation. Pour certains chercheurs, les seules mentions qui pourraient être acceptables, ce seraient la tête de mort, prévenir des risques de cancer, de maladies de cœur et la possibilité de devenir aveugle. Ne le mangez pas. Ceci ne reflète pas l'opinion de tous les scientifiques américains, loin s'en faut. Pour l'administration, le produit n'est pas dangereux, même s'il occasionne ça et là quelques désagréments intestinaux. On dit déjà ici, sur le ton de la plaisanterie, que pour rester mince, l'huile sans gras c'est bien, mais il reste quand même les pommes de terre. En Russie, la meilleure réponse connue contre le froid reste la fourrure naturelle, au point qu'on en a fait là-bas une spécialité. Visite du plus grand élevage de visons du monde avec Dominique Verdun. Depuis plus de 60 ans, Pouchkino est une ferme modèle et aujourd'hui encore c'est une ferme d'État, un sauf-cause. Alors que la Russie tout entière passe peu à peu aux mains du privé. Ici, dès 1937, on a pour la première fois réussi à faire se reproduire en captivité des iblines. Bien vite, Pouchkino est devenu un peu comme l'industrie spatiale, l'une des vitrines du génie soviétique. Le plus grand centre d'élevage au monde d'animaux à fourrure. 200 000 par an sur plus de 100 hectares. Il y a là des visons, des putois, des renards, tous destinés à finir en manteau ou en chapka. Les campagnes menées en Occident contre le port de la fourrure naturelle n'ont pas encore atteint les frontières de la Russie. Avec le climat qu'on a ici, vous comprenez bien qu'on risque pas de porter du synthétique. Et si vous allez en Sibérie, là-bas il fait moins 30, moins 40. Il n'y a que la fourrure naturelle qui puisse vous sauver. Ce renard argenté aux yeux si tristes va donc subir le même sort que ses congénères. Une petite piqûre et direction la tannerie. À moins, mais ça n'arrive que très rarement, à moins qu'un employé étourdi n'oublie de refermer sa cage. À Pouchkino, ferme modèle, on regrette bien sûr le régime communiste, parce qu'à cette époque-là, on travaillait selon le plan établi par le parti et l'on n'avait jamais entendu parler ni d'économie de marché, ni de crédit, ni d'inflation. En 10 ans, le prix de revient d'une peau a été multiplié par 700. Le prix des aliments a augmenté de 4000%. Tant que je travaillerai ici, dit le directeur, nous ne serons pas privatisés. Déjà les banques, les impôts lui prennent 60% de son chiffre d'affaires. Alors, dit Evgeny Kazakov, nous voulons absolument rester une ferme d'État comme on l'a toujours été. L'État pourtant ne fait pas grand-chose pour venir en aide à Pouchkino. Heureusement qu'il y a l'hiver russe qui lui ne change pas. De novembre à mars, le thermomètre monte rarement au-dessus de 0. Mais depuis l'ouverture des frontières, des concurrents étrangers viennent chasser sur les terres d'Evgeny Kazakov, avec des modèles que seul l'Occident pouvait inventer. Celui-ci vient d'Espagne et c'est la dernière mode. Et oui, madame, puisqu'on vous le dit, c'est comme ça qu'on s'habille à Madrid. Du lapin, jaune fluo, mini-jupe et blouson assorti. C'est pour sortir le soir, dit le vendeur. Évidemment, c'est pas un modèle qui est fait pour se promener dans la rue, non. Ni pour prendre le bus. C'est plutôt pour aller à une soirée ou en boîte. Vous savez, toutes les filles maintenant rêvent de se faire offrir ça. Et dire qu'à Pouchkino, personne n'avait encore songé à produire de renards qui ne soient ni blanc, ni bleu, ni roux, mais jaune ou rose fluo. Et nous repartons un instant au Yémen. L'une des membres de ce groupe de touristes qui a été pris en otage avait renoncé à cette dernière excursion. Elle n'a donc pas, elle, été prise en otage. Elle s'appelle Simone Vuccino et c'est Olivier Lerner qui vient de la joindre au téléphone. J'ai eu des nouvelles toutes fraîches. Il y a l'agence de Sanaa qui est venue me voir avec le chauffeur. Et ils m'ont dit que tout allait bien là-haut. C'est un des chauffeurs qui est descendu, qui est venu du village où les gens sont en otage. Les autorités yéménites sont en discussion avec les ravisseurs. Est-ce que vous craignez pour la vie de vos amis qui faisaient partie de votre groupe? Non, absolument pas. Absolument pas. Vous êtes plutôt détendue ce soir, confiante? Oui, je le suis plus, oui. Maintenant que j'ai eu ces nouvelles, qui étaient directes, parce qu'elles venaient justement du chauffeur qui est rentré, qui a été libéré, donc je suis quand même plus rassurée.
Si vous ne saviez pas que Saint-Vincent est le patron des vignerons en Bourgogne, on le sait parfaitement, et ce depuis le 19e siècle, depuis que chaque année, de village en village, il est fêté comme il se doit. Cette année, la fête avait lieu à Aussay du Durès. Jean-Yves Perrin et Patrick Desmully. Il y a un petit canon, les gars, là. Allez, juste un doigt. Foi de vigneron, une Saint-Vincent tournante, ça commence comme ça, au petit matin, avec le casse-croûte et le verre de blanc. On est prêt, on est opérationnel. J'ai mangé mon casse-croûte et puis mon canon. On va partir, on est même plus deux. Sur Capret, c'est plus facile de défiler dans les rues du village. Le saint patron bien calé sur les épaules, la bannière flottant au vent. Chaque année, les 77 sociétés de vignerons de Bourgogne se réunissent autour de Saint-Vincent. Des sociétés créées au siècle dernier, véritables caisses de secours mutuels basées sur la solidarité. Le but, c'est de venir en aide à un viticulteur lorsqu'il se trouve dans l'incapacité de faire son travail au cours de l'année, soit par accident, soit par maladie. Comment vous venez en aide ? On vient en aide par du travail manuel ou avec les tracteurs maintenant. On vient de partout pour assister à la Saint-Vincent, mais pas seulement pour la fête des sociétés. Pourquoi je viens de si loin? Parce que je suis chez ce gars-là, là. Il a dit qu'il y avait des coups à boire ici. Alors on est arrivé, nous voilà. On est fin content d'ailleurs, hein. On est bien ici. Même si ça se bouscule un peu pour se faire servir. La règle du jeu est simple, il suffit de tendre le verre que vous venez d'acheter. Vous prenez vos précautions là, de d'un coup. Ça va pour leur prendre quelqu'un là-bas. Parce que moi pas un blanc et un rouge ensemble. Une bien sage recommandation. C'est une première pour les rugbymen de Brive. Ils remportent leur premier challenge Yves du Manoir. Les Palois battus 12-6 n'ont pas eu de peau. François Brabant et Frédéric Bazille. Le rugby, c'est pour les hommes, les vrais. À Brive, on n'a pas peur d'employer les grands moyens et c'est pas un petit peu de neige qui va impressionner. Allez, une galipette pour se mettre dans le bain et c'est parti. Mais c'est parti pour Pau, en vert. Ocagne, lui, ne s'est pas roulé dans la poudreuse. D'un drop dès la deuxième minute, il prend les brivistes à froid. 3-0 pour Pau. Puis 6-0 quand Ducès passe une pénalité. Curieuse la pénalité, dans le challenge Yves du Manoir, on utilise le coup de pied tombé, c'est plus élégant et ça fait gagner du temps. Du temps, Brive n'en a plus à perdre. Sébastien Payat l'a compris, il passe 2 pénalités. Et puis, c'est le tour d'Alain Penaud. Il vient d'être rappelé dans le 15 de France qui affrontera l'Écosse samedi et il a une réputation à défendre. Son drop passe. Brive la maudite voit le bout du tunnel. Des années et des années de disette, en fait, Brive n'a rien gagné. 5 finales seulement, aucune remportée, rien à mettre au-dessus de la cheminée. C'est quelque chose de fantastique aujourd'hui. Encore une pénalité de Penaud et Brive l'emporte 12-6. Grâce à cette victoire sur la pelouse de Charletti à Paris, les Corésiens remportent le du Manoir, le premier trophée de leur histoire et le droit de disputer l'an prochain la Coupe d'Europe de rugby. Sofia n'a pas souri à Souria Bonali en tête à l'issue du programme court. Elle n'a fini que 2e des championnats d'Europe de patinage artistique, victime d'une chute. C'est la Russe Irina Sulskaya qui a mis fin à 5 années de suprématie de la Française. Florent Gautreau. Souria Bonali, déçu, veut vite oublier. Et oublier vite Katarina et son record de 6 victoires en championnat d'Europe. Souria n'a pas mal patiné, mais elle a chuté rapidement sur un saut, le boucle piqué, qu'elle réussit d'ordinaire les yeux fermés. Philippe Candeloro ne peut que constater, en connaisseur, Lucky Luke n'a pas porté chance à Souria. Alors bien sûr, tout le reste a été parfait. Bonali a même été la seule à enchaîner le triple Lutz et le triple boucle piqué. Pari réussi, mais pari inutile. Et la chute a cassé quelque chose. Sur le lac gelé de Sofia, Tchaïkovski n'y peut rien. Le signe Souria, malgré tous ses efforts, semble déjà condamné. Bye bye Bonali, voici la reine Irina Stutskaya. 2e après le programme court, elle réalise un sans faute dans le libre avec un triple saut de plus que Bonali. La technique est irréprochable et la première place irrémédiable. Avec Maria Butirskaya, 2e, l'école russe montre qu'elle est toujours présente dans les grands rendez-vous. Et la petite Irina devient championne d'Europe pour la première fois à 17 ans, comme Souria, il y a 5 ans. Et oui, en patinage, on accorde des permis de construire à des mineurs, des permis de construire un grand palmarès, bien sûr.
En tennis, Monica Seles a remporté hier le tournoi des internationaux d'Australie aux dépens de l'Allemande Anke Huber. Et puis je vous rappelle que France 2 retransmettra en direct cette nuit à 4 h du matin la finale homme opposant l'Allemand Boris Becker et l'Américain Michael Chang. En attendant sa grande tournée en France, Maxime Le Forestier fait un tabac tous les soirs à l'Olympia jusqu'au 2 février. Le Forestier sur scène, ça ne rajeunit personne, mais ça fait du bien. Caroline Laudrin et Bernard Puissessou. À le regarder sourire avec sa barbe et ses tenues décontractées, il nous rajeunit de 20 ans. Le chanteur, un brin contestataire des années 70, nous revient sur scène. Entre-temps, il a vu du pays, s'est offert quelques concerts avec des copains. Bref, il a bien vécu. Ses tempes ont un peu blanchi, mais le personnage n'a pas changé. Il chante la même nostalgie d'un monde meilleur et s'amuse avec les mots. Mais pourquoi le succès lui colle-t-il toujours à la peau? Parce qu'on l'aime, hein. Eh ben oui. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Ses chansons, sa personnalité. C'est des souvenirs de colo de vacances, tout ça quoi. Oh, c'est toute ma jeunesse. Bah, j'aime bien le personnage, j'aime bien son talent, ses chansons, c'est partout. Toi, tu connais bien Maxime Le Forestier? Pas tellement, c'est mon père qui ne connaît plus. Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, oubliez pas les fleurs. Je sais que la scène, c'est quand même le point où je suis le plus moi-même, où je suis le plus chez moi. C'est mon métier depuis 30 ans maintenant. C'est ça que j'aime faire. D'ailleurs, j'ai jamais rien fait d'autre. Donc, je dois être fait pour ça, même si ça ne se voit pas toujours. Moment intense de plaisir lorsque le chanteur accompagne à la guitare son public. Du coup, tout le monde a 20 ans. Le salon de la lingerie féminine a ouvert ses portes ce matin à la porte de Versailles à Paris. Inutile de vous y précipiter, il est réservé aux professionnels, à Marie-Josée Le Picard et à Didier Dahan. On se trouve en petite culotte au milieu de la foule. C'est un cauchemar bien connu des psys. Mais vous voyez, au salon de la lingerie féminine, c'est une situation classique, officialisée, maîtrisée, ça ne fait peur à personne. C'est un salon très technique où l'on va, chez Rondissimo, acheter des grandes tailles de collants, jusqu'aux 60. Où l'on compare les mérites des collants remonte-fesses, qui, à force de renforts bien placés, modèlent le bas du dos, chez l'italien Osé, chez les Français Bleu Forêt. Au salon de la lingerie, on voit des dames en devanture, elles sont en plastique, elles sont pour de vrai. Et l'on nous montre des chemises de nuit peau de serpent. Des combinaisons en satin de couleur et des petits souffles de dentelle délicate. Une combinaison d'après-ski en vinyle pour les prochaines neiges. Chez Rosie, en microfibre, en soie et lycra, de nouvelles petites culottes. Et là, c'est tout l'un ou tout l'autre, le string ou le slip montant à la taille. Parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a les grandes toutes simples, comme chez Laurence Tavernier. Et puis, chez le corsetier Le Jaby, des Barbies ravageuses. Voilà, et puis demain nous reviendrons sur la lingerie féminine avec une spécialiste, Ornella Mouti. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo de Laurent Romeshko. Le dernier journal, ce sera Florence Decher vers minuit 50. Quant à moi, je vous retrouverai demain aux alentours de 13 h. Bonne soirée sur France 2.